trouve qu'aussi c'est un peu un souffle dans une société où c'est très cadré et tout. Et dans le drag, je trouve que tu peux avoir un humour aussi un peu subversif. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi, quoi. En fait, depuis que j'ai découvert le monde du cabaret, je me suis fait 2 promesses. La première, c'est de danser au maximum. Et la deuxième, c'est de mettre des paillettes tous les jours dans ma vie et donc sur mon visage, y compris pour aller au travail. C'est trop cool, donc ça veut dire que ça a littéralement changé quelque chose chez toi. Oui, ça a été des vraies résolutions qui font que j'ai plus de joie, plus de paillettes au quotidien. Je crois que j'aime surtout le courage qu'ont les personnes qui font du cabaret. Tout artiste, je pense, est courageux et d'autant plus en faisant du cabaret. Ouais, je me sens hyper inspirée. Quand je les vois sur scène, je m'imagine à leur place, je me projette et je trouve ça hyper courageux. C'est juste des gens qui osent être qui ils sont et qui nous invitent à faire d'eux-mêmes. Épisode 3, pas qu'une question de genre. Anastasia est une de mes meilleures amies et je n'ai pas dû insister longtemps pour qu'elle m'accompagne chez Madame Arthur ce soir-là. Ni elle ni moi ne faisons partie de la communauté queer. On passe toujours de super bons moments dans les soirées drague et cabaret. Déjà parce que les prestations sont juste incroyables, mais aussi parce qu'on ressent toutes les deux un vrai élan de liberté en observant les artistes. Forcément, je me demande comment le public des shows drag, alors qu'il était auparavant majoritairement issu de la communauté queer, s'est aujourd'hui élargi aux personnes de tous les horizons. Et sans surprise, l'émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race y est pour beaucoup. Queens, this is your moment. Pour Apolline Bazin, autrice de Drag, un art queer qui agite le monde, cette émission a une force de frappe indéniable et incontournable. Le programme a vite conquis une audience de plus en plus large. D'après France Télévisions, la première saison, diffusée en juin 2022, a été visionnée par près de 7 millions de téléspectateurs sur France 2. Qui sera la meilleure queen du drag français ? Les spectateurs appartiennent à toute catégorie d'âge, de genre, d'orientation sexuelle et socio-professionnelle. Étant donné que la moyenne d'âge du public est de 34 ans, la génération 18-35 ans y a clairement sa place. Bon, merci Drag Race, mais j'imagine qu'il y a d'autres raisons qui expliquent l'engouement de cette génération pour l'art du travestissement. J'ai questionné Apolline Bazin à ce propos. Il y a une magnificence qui force le respect déjà. Pourquoi le programme a autant de succès auprès des 18-35 et en particulier des femmes, disons-le, parce que ça célèbre des choses que globalement on dénigre, enfin ou en tout cas qu'on célèbre rarement. La capacité à se maquiller, la créativité vestimentaire, c'est voilà tout ce genre de choses qu'on attribue classiquement au féminin et que oui voilà auquel il y a quelques programmes de dédiés, mais en fait tellement peu au regard de la puissance économique que ça représente le monde du maquillage et le monde de la mode. Enfin vraiment c'est absolument au centre de la vie de tout le monde. Quand je discute avec 2 membres du public que vous avez déjà entendus dans l'épisode précédent, ils me parlent aussi de l'universalité permise par l'art travesti qui participe à normaliser le fait de jouer avec le genre. Le but, en fait, c'est quoi ? C'est de sentir une ouverture d'esprit et c'est du coup pas que les déguisements, le maquillage, le fait de se transformer sur scène. C'est aussi la liberté de s'exprimer, c'est aussi un peu politique aussi, j'imagine. Il y a un message quand même derrière. Complètement un message politique et le drag permet en fait de brasser un peu tout. Tu peux tout faire. Et en fait, ça leur autorise tout. Et à la fin, en termes de propos, en termes de costumes, en termes de mise en scène, en fait, ils n'ont pas de limite. Et c'est ce qui rend la chose, on va dire, incroyable et aussi universelle, parce que tout le monde peut se retrouver dedans. Et moi, pour voir le public qui voit ce genre de show, il y a des gens qui se trouvent choqués au début, qui trouvent ça génial à la fin. Choqués pourquoi ? Parce que ça sort de leur sentier battu à eux. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Madame Arthur, c'est assez commercial finalement. Et c'est vraiment un des seuls lieux de drag transformistes qui attire un si grand public. Du coup, c'est un peu genre la porte ouverte à cet univers. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui viennent avec leur entreprise, avec des amis, à des anniversaires, et qui voient un spectacle de qualité qui entre dans cet univers petit à petit. Et ça devient la mode. Et je trouve que c'est vraiment un truc bien. En fait, ça fait saigner le mainstream vers un truc qui est moins mainstream. Et ça, c'est ce qu'on veut.
ça rend fier de se dire que ces personnes qui étaient invisibilisées ont fait de leur différence une vraie force. Ça normalise en fait quelque chose qui a été de niche avant. Et quand je dis avant, c'est quoi? C'est 4-5 ans? Ce que je comprends, c'est que tous les messages partagés par cet art ne sont pas qu'une question de genre. Dans le journal Le Monde, Paloma, la gagnante de la première saison de RuPaul's Drag Race, insiste sur le fait que les sujets traités à travers les spectacles nous concernent toutes et tous, indépendamment de notre genre et de notre orientation sexuelle. Les artistes se confient sur le VIH, le harcèlement ou encore le sexisme. Et même si c'est souvent à travers un humour subversif et dans la bienveillance, ces messages atteignent le public qui y trouve lui aussi une forme de thérapie, une manière de faire tomber de nombreux tabous de la société. La culture drag peut permettre de se développer, de se trouver. Et c'est ce qui fait que c'est un art intéressant, c'est que tout le monde peut s'en emparer potentiellement, dans le sens où tout le monde a besoin d'extérioriser quelque chose par rapport aux normes sociétales qu'on nous impose. C'est un sujet, un endroit de revendication sur la performance de genre. Mais le drag, ça peut aussi être la performance d'une identité culturelle, la performance d'un stigmate lié au handicap, ça peut être la performance de la race, ça peut être la performance d'une classe sociale. C'est prendre quelque chose, l'accentuer à fond, trouver une manière avec ce mélange de création de costumes, expression théâtrale proche de la farce, proche du clown en fait, de réussir à faire passer une émotion, de réussir à faire passer un message, et c'est le pouvoir de la culture que d'essayer d'ouvrir les yeux sur des réalités qui sont pas nécessairement les siennes, et puis juste de trouver qu'on les apprécie aussi, parce que un, c'est vachement bien, deux, ça fait réfléchir. Et notamment quand il ne s'agit pas que justement de ces sujets queer. Il y a aussi un vrai message d'acceptation de soi, quel que soit son genre et son orientation sexuelle maintenant. Les personnes LGBT ne correspondant absolument pas au moule dans lequel on aurait voulu les voir grandir les 3/4 du temps. Il va y avoir un surtravail sur soi, de réflexion, de déconstruction, qui après, oui, peut bénéficier à tout le monde parce que ça infuse dans les performances et tout. Mais en fait, c'est tellement extrême ce que peuvent vivre les personnes LGBT ou les personnes handi ou les personnes racisées aussi dans une société qui est majoritairement blanche que quand ces personnes réussissent à trouver la détermination et la flamme de s'exprimer, et en fait, apparaissent vraiment toutes les chaînes qui entravent absolument tout le monde. Mais c'est parce que c'est l'extrême de la société. Néanmoins, du coup, est-ce que tout le monde peut être ému par le drag ? Oui, 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 et 3 fois oui, et heureusement. Tout le monde a besoin d'extérioriser, de s'exprimer, de se reconnaître dans certaines problématiques, au point que d'après Loa, certaines personnes sont carrément addictes au spectacle. Je pense que les personnes que nous sommes, les personnes queer et LGBT, sont en train de réinventer comment envisager la vie du futur. Et pour moi, elle passerait par un accès à la scène universel. Tout le monde doit monter sur scène pour se débarrasser de ses traumas, de ses complexes, de messages forts, partager ses idées, partager des choses qui feront du bien aux gens, partager leur histoire qui dans la semaine, à un moment ils ont eu la force de faire quelque chose, de surmonter quelque chose, et hop, ils le partagent, la foule reçoit. C'est un échange qui ne doit plus être réservé à un public et des artistes. C'est un truc global. Et c'est pour ça que le monde du drag, il y a de plus en plus de monde, effectivement, ça répond à ta question, c'est parce qu'en fait, tout le monde est attiré par ça. Ça devient un besoin, effectivement. Et le besoin de tout donner, c'est la mise à nu. Et pour le public, vous pensez que ça devient un besoin parfois aussi ? Il y a des gens qui sont addicts à Madame Arthur. Hein. Et puis après, comment dire, là, quand je dis scène, c'est aussi les concerts, c'est le théâtre, c'est la danse. La danse, c'est de l'expression, tout ça. Donc il y a déjà un besoin d'aller à la culture. D'ailleurs, pendant le confinement, c'était le gros truc. C'était le côté des non essentiels, où la culture est devenue non essentielle, alors qu'on sait très bien que tout le monde est addict à au moins un truc artistique. Powell Bottom a une guitare électrique.
On hurle pour la guitare électrique. L'humour subversif et provoquant, qu'on appelle le roasting aux États-Unis et qu'on pourrait traduire par ridiculiser, fait partie des raisons pour lesquelles le public est particulièrement attaché au show drag. Il y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui. C'est ce qu'on aime aussi, c'est qu'en fait on est sur un spectacle très original, mais en fait ça devrait être la normalité. En fait la normalité c'est avoir un truc qui parle à tout le monde, qui fait rire tout le monde, parce que là, ce soir comme l'année dernière, pour mon expérience, c'est hyper drôle parce que c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien chanté. Et ça devient universel alors que c'est un truc de niche au départ. Attention, je suis armé, hein. Gueule près du corps, comme dit l'enfoiré. Ça passe par une apparence excentrique au possible, mais aussi par l'autodérision. Sur scène, on parle cash et on n'hésite pas à rire de soi. Et ça tombe bien, parce que l'humour aussi est universel. Les 2 témoins adeptes de l'art du travestissement insistent sur ce point. Ce sens de la dérision, cette guérison collective, permettent au public de découvrir l'envie d'être soi, malgré les normes sociétales. Et une fois de plus, c'est indépendant du genre et de l'orientation sexuelle. Là, ça règle, là. J'ai échangé avec un autre membre du public pendant le spectacle, un homme hétérosexuel inspiré par l'émancipation totale des artistes sur scène. J'aime que ce soit une version du cabaret assez moderne. C'est pas vraiment que du travesti, quoi. C'est moderne, c'est de la création et ils inventent beaucoup de choses. On a des hommes en femmes, des femmes en hommes, des femmes en femmes, des créatures, voilà. Donc c'est ça que j'aime, quoi. C'est que c'est très actuel. C'est de l'identité au final. C'est pas que de la sexualité, c'est pas que du genre. C'est comment on peut être bien, qu'est-ce qu'on a envie de raconter comme histoire et comment on se sent. Donc au final, c'est pas aussi binaire que du travestissement un homme en femme. Ça va beaucoup plus loin. Loa Mercury est aussi convaincue que, comme le fait d'extérioriser, la transformation n'est pas non plus réservée à la communauté queer et qu'elle est salutaire pour tous et toutes. En fait, quand on comprend qu'on peut incarner n'importe qui et qu'on peut revendiquer n'importe quelle énergie, de n'importe quel âge, de n'importe quel genre, ça fait réfléchir et ça fait relativiser sur sa condition et ça fait ouvrir beaucoup de portes. Et surtout, il faudrait que chaque année, il y ait une journée où tout le monde se transforme. Hier soir, c'était Halloween et j'ai vu énormément d'hommes maquillés et je vois que c'est quelque chose qui est nouveau. C'est génial. Rien que le fait de se maquiller dans des thématiques de type Halloween, effectivement, il y a ce trompe-l'œil qui se met en place parce que le premier œil qu'on trompe, c'est le sien. Quand on se voit dans le miroir avec sous une autre apparence, soi-même on comprend que les possibilités de transformation sont multiples et qu'on n'est pas contraint et conditionné dans une seule apparence. Quand tous les hommes découvriront qu'en quelques traits de maquillage, il y a une femme qui fait son apparition, n'importe quel homme, même les plus virils et les plus masculins qu'ils soient, quelques traits, et là il y a une femme qui arrive, on comprend qu'en fait, il y a une chance sur 2 à la naissance pour que tu sois l'un ou l'autre. Tu n'es pas intrinsèquement un homme aux yeux de tout le cosmos, et que à un chromosome près, t'aurais pu être d'un côté ou de l'autre, et que ta vie aurait pu être complètement différente. Donc, à un chromosome près, c'est un trait d'eyeliner près, quoi. Et en fait, cette différence, elle se ressent en très peu de temps. Et il suffit de changer l'apparence pour que l'intérieur suive. J'arrive à la fin de mon enquête culturelle sur l'art du travestissement. Et grâce aux personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, je comprends que les salles de spectacle drag et cabaret sont devenues des lieux de rencontre où 2 communautés qui n'avaient pas l'habitude de se fréquenter il y a quelques années peuvent enfin se retrouver. Ça prouve une évolution des normes sociétales et une ouverture d'esprit certaine chez les générations 18-35 qui souhaitent de plus en plus comprendre, soutenir et s'impliquer dans des formes d'art militants. Je comprends aussi que se travestir sur scène est un art multidisciplinaire qui n'oublie jamais le sens de la fête. Se travestir sur scène est aussi un art militant, une manière de défendre et de rendre visible la communauté queer dans la bienveillance et la bonne humeur. Mais surtout, se travestir sur scène est une invitation à être libre d'être la personne qu'on veut être, qu'on soit queer ou non. C'est pour toutes ces raisons que le drag et le cabaret travesti sont passés d'une tendance culturelle communautaire à un large phénomène socioculturel qui touche particulièrement les générations 18-35 ans.
C'était le dernier épisode de la première saison du podcast Nouveau Code. Si cette série vous a plu, vous pouvez soutenir notre travail en le partageant autour de vous et en nous laissant des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour être au courant de la prochaine saison de Nouveau Code, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Nouveau Code est un podcast énergie. Nouveau Code est un podcast écrit et incarné par Anaïs Kopman, réalisation Adrien Leblond, production Anne-Cécile Quéry.